France Culture, les matins d'été, Quentin l'a fait. Pour comprendre l'actualité, les motifs qui ont poussé Joe Biden à renoncer à briguer l'investiture du Parti démocrate, pour tenter également de comprendre la suite, qui pour lui succéder. 3 invités ce matin dans les matins. Sylvie Berman, bonjour. Vous êtes diplomate française, ancienne ambassadeur de France. À vos côtés à distance, Anne Desine, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de droit et de civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre. Et à vos côtés, Corentin Célin, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé d'histoire, spécialiste des États-Unis, et je pense qu'il est dans l'intérêt supérieur de mon parti et de mon pays de me retirer, de me concentrer uniquement sur l'exercice de mes fonctions de président pour le reste de mon mandat. Elle est pour vous cette première question, Anne Desine. Qu'est-ce qui a pesé dans la décision ultime, celle d'hier, celle du président actuel? Est-ce que c'est le poids de l'opinion, les doutes du parti, les attaques de la presse, l'influence des proches ou une soudaine et intime lucidité? Alors, les attaques dans la presse, certainement pas, parce que Biden, c'est quelqu'un d'extrêmement entêté. Il a eu plusieurs déboires dans sa carrière politique et quand il s'est accroché, il a toujours gagné. Donc, il avait ce sentiment pendant un long moment. Sa famille, c'est très compliqué parce que Jill Biden aurait dû vouloir le protéger, son épouse, parce que il y a eu beaucoup dans la presse d'éditoriaux, par exemple l'épouse de Ben Bradley, le rédacteur en chef du Washington Post, qui a eu une carrière absolument fabuleuse, la révélation du Watergate, etc. Et vers la fin de sa vie, sa femme l'a protégé de façon à ce qu'il ne soit pas détruit par les médias. Donc je pense que c'est Nancy Pelosi qui connaît le parti sur le bout des doigts, qui connaît chacune des circonscriptions. Et je pense que quand il a senti qu'elle prenait ses distances, et elle le lui a fait connaître qu'il n'avait pas moyen de gagner, en particulier à cause du manque d'enthousiasme, il a commencé à se poser des questions. Alors le fait qu'il ait eu le Covid a dû être le coup de grâce parce qu'il n'avait plus ce contact avec les électeurs qui lui faisait beaucoup de bien. Il s'est retrouvé tout seul en train de méditer. Donc c'est un ensemble de tous ces facteurs. Et puis il faut quand même lui donner le crédit. C'est un homme qui aime son pays et il s'est peut-être rendu compte, et il n'en avait pas envie, que renoncer à briguer une deuxième candidature, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est ce qu'il écrit dans sa lettre pour le parti et pour le pays. Corentin Célin, vous êtes d'accord, il y a évidemment des motifs mêlés, mais c'est d'abord, avant tout, la distanciation du Parti démocrate qui a joué dans cette décision ultime? Oui, c'est la reconnaissance que son propre parti était sur le point de se retourner contre lui, et avec, il faut le dire, avec un ton qui était de plus en plus dur envers Joe Biden. Hein. Je pense en particulier à une tribune samedi d'un représentant, Seth Moulton, qui était pourtant un protégé de Biden et qui, dans la presse, dans le Boston Globe, écrivait que lors des commémorations du débarquement en Normandie, le président ne l'avait pas reconnu. Donc on voit vraiment qu'on a contraint Joe Biden et que même des très proches commençaient à se retourner contre lui. Il y a aussi un facteur sur lequel il faut insister, c'est que dans cette révolte entre guillemets contre Joe Biden qui l'a amené à se retirer, le facteur financier a joué un rôle essentiel. Les gros donateurs ont été à la manœuvre. Ce sont eux qui ont lancé, après le débat raté du 27 juin, qui ont lancé cette révolte contre Joe Biden en disant nous n'allons pas continuer à financer la campagne de Joe Biden, sachant qu'il n'est plus de toute évidence le meilleur rempart contre Donald Trump. Et c'est quand même pas quelque chose de neutre de voir des gros donateurs financiers, donc qui financent les campagnes aux États-Unis, avoir pu renverser le souhait initial des électeurs démocrates tel qu'il s'était exprimé dans les primaires. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudra retenir aussi pour l'avenir. C'est l'affirmation du poids de ces gros donateurs dans le processus de désignation du candidat. Sylvie Berman, on a entendu ce que vient de dire Anne Desine également. L'une des raisons pour lesquelles Joe Biden se serait retiré, c'est aussi la conscience de l'intérêt général, l'importance qu'il ne pouvait plus donner à sa propre candidature. Et aujourd'hui, on entend le consensus qui existe dans le Parti démocrate pour saluer l'homme d'État, la responsabilité, l'homme de responsabilité. Est-ce qu'il n'a pas pris un temps très très important quand même pour prendre cette décision? Le débat qu'il a mis en cause a eu lieu fin juin, donc près d'1 mois pour prendre cette décision.
Oui, certainement, parce que ça ne facilite pas les choses pour Kamala Harris ou un éventuel autre candidat. Il y a longtemps que cette dégénérescence physique et cognitive était visible. Et évidente. Il y a eu, et bien sûr, parce qu'aujourd'hui les républicains reprochent aux démocrates d'avoir dissimulé ça, mais c'était visible à la télévision. Je veux dire, le voyage au Vietnam, où il a commencé à parler d'un film avec John Wayne absolument hors de propos, d'autres erreurs qu'il a faites, des moments où il était complètement hagard, et on voit bien aussi qu'il a même des difficultés à marcher. Donc effectivement, il s'est entêté. D'ailleurs, il l'avait dit dans une interview il n'y a pas très longtemps, je ne renoncerai pas, sauf si Dieu lui-même descendait sur terre et me le demandait, et ajoutant, mais d'ailleurs, il ne le fera pas. Donc effectivement, il a fallu énormément de pression pour qu'il le fasse. Il y a une trentaine de démocrates qui l'ont appelé effectivement à renoncer. Il y a eu l'article du New York Times, il y a eu George Clooney qui lui a dit « je vous aime, mais vous ne pouvez pas continuer ». Et tout le monde a soulevé le rôle de sa femme, et y compris chez les démocrates, il y avait beaucoup de critiques de sa femme, où certains considéraient qu'elle le manipulait, que c'est elle qui gérait les choses. Donc je pense que le week-end en famille, à un moment où il a le Covid, l'a poussé à prendre cette décision qui aurait dû être prise bien avant. Anne Désine, est-ce que l'on connaît, est-ce que l'on sait le rôle joué par l'ancien président des États-Unis, Barack Obama, dans cette démission? On a lu, on a entendu des petites phrases rapportées par son entourage qui l'incitaient à démissionner. Est-ce que cela a pu peser dans sa décision? Il faut remonter à 2015, quand le Parti démocrate ne savait pas qui allait être le candidat. Et Joe Biden, malgré le décès de son fils aîné, d'un cancer, envisageait d'y aller. Et le parti et Obama lui ont dit non, non, c'est le tour d'Hillary, presque dans ces termes, l'héritière, la dynastie Clinton, etc. Et donc, il a passé son tour. Alors que le Parti démocrate savait pertinemment que l'époque était déjà très populiste et anti-élite, et qu'Hillary Clinton représentait tout ce que détestaient justement les populistes, le Parti républicain. C'était Satan. Et il y a eu les Russes, il y a eu beaucoup de choses, mais bon, Hillary Clinton n'était pas du tout la bonne candidate. Et donc, il y a quand même ce ressentiment vis-à-vis d'Obama. Et c'est comme cela qu'on explique qu'Obama est resté silencieux très longtemps, et jamais il n'a fait connaître son point de vue. Jusqu'à ces derniers temps, où il a fait en sorte sans doute que cela fuite, qu'il serait en faveur d'un retrait de Joe Biden. Mais il savait, parce qu'il le connaît bien, et que je répète, Joe Biden est très entêté, que ce serait contre-productif si lui montait au créneau. À la différence de Nancy Pelosi, qui a sans doute expliqué à Joe Biden qu'il entraînait dans sa chute la Chambre des représentants. Or, hypothèse, si Trump est élu et qu'il a la Chambre, en plus du Sénat, qui a malheureusement de grandes chances ou malchance de rester, enfin d'être républicain, il n'y aurait plus aucun contre-pouvoir. Cela veut dire qu'il pourrait faire tout ce qu'il veut, non seulement par décret présidentiel, mais en obtenant du Congrès qu'il vote toutes les lois. Et je pense que lui qui connaît bien le Congrès, Joe Biden, cet aspect d'absence de contre-pouvoir a pu jouer un rôle. Mais Obama a eu raison de ne pas s'impliquer. Alors on peut aussi regretter qu'il ne mette pas tout son poids sur Kamala Harris dès maintenant, mais il avait déjà observé cette position de retrait en 2016. Il n'a soutenu aucun candidat pendant les primaires, et c'est seulement quand le candidat a été investi qu'il l'a soutenu. Corentin Sellin, comment est-ce que vous analysez les réactions, cette fois-ci, du camp républicain? Elles sont outrageusement offensives. Est-ce que les républicains sont dans leur rôle, notamment quand ils appellent Joe Biden à démissionner dès maintenant de la présidence des États-Unis? On savait au moins depuis samedi, puisque le colistier de Donald Trump, J.D. Vance, avait déjà lancé cette offensive à propos du maintien de Joe Biden à la présidence, que ce serait un angle d'attaque essentiel pour les républicains. Et j'allais dire qu'il faut bien rappeler qu'ils ont là, en quelque sorte, entre guillemets, le beau rôle, car les conservateurs disent, à propos de Joe Biden, nous vous l'avons dit quant à son déclin cognitif depuis des semaines et des mois,
vous n'avez pas voulu nous écouter, vous n'avez pas voulu nous croire, et regardez aujourd'hui, nous avions raison. Et donc, c'est en se servant de cet argument, entre guillemets, d'autorité, qu'aujourd'hui, ils veulent pousser leur avantage en disant... Mais Joe Biden nous dit qu'il ne peut plus continuer à faire campagne et à mener sa présidence en même temps. Et les républicains disent, mais cela signifie qu'il n'est sans doute plus en état non plus d'exercer son mandat jusqu'en janvier 2025. Et donc, dans les prochains jours, les prochaines semaines, ce sera un angle d'attaque prioritaire des républicains pour semer encore plus de chaos et de désordre chez les démocrates. Et d'ailleurs, il faudra faire, je crois, très attention parce que Joe Biden se retire de la campagne, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de nouvelles... L'ambassadrice Berman évoquait le Vietnam, évoquait John Wayne, mais il ne faudrait pas qu'il y ait de nouveaux dérapages, entre guillemets, de Joe Biden dans l'exercice de ses fonctions, parce que là, justement, cet argument républicain prendrait encore plus de force et effectivement serait un boulet pour la nouvelle candidature démocrate, surtout si elle est reprise par Kamala Harris. Sylvie Berman, est-ce que Joe Biden était le meilleur pour battre Donald Trump, mis à part sa condition de santé, mis à part son âge? Lui-même disait être le meilleur d'ailleurs. En tout cas, les sondages laissaient apparaître que c'est lui qui avait le plus de chances de battre Donald Trump. Mais c'est fini depuis un certain temps parce que l'écart se creusait et il s'est en plus se creuser très récemment. Il a perdu beaucoup de points et ça aussi l'a peut-être incité à prendre cette décision. Ce qui a été dit est très juste et en fait, je pense que la campagne républicaine évidemment, va s'en prendre immédiatement à commencer d'ailleurs. Ça a d'ores et déjà commencé, les attaques contre Kamala Harris. Bien sûr, Kamala Harris, mais en même temps, comme elle est assez peu connue en réalité, il va y avoir un moment démocrate, il y aura beaucoup d'articles sur elle, on va la suivre, on va mettre l'accent sur la différence d'âge entre les deux, et les républicains ont besoin d'occuper le terrain. Donc en demandant la destitution de Joe Biden pour insuffisance, incapacité, finalement, ça leur permet d'être visibles. Il y a quelques jours, Donald Trump était le miraculé, touché par la main de Dieu. Il était le gagnant évident et là, ça rebat les cartes. Avant de parler de Kamala Harris, on va y venir, bien sûr, Anne Désine. Rappelez-nous quelles sont les prochaines échéances pour le Parti démocrate et pour leur soutien au cours des prochaines semaines. Oui, alors, je pense que le mot d'ordre, c'est unité. Et d'ailleurs, Nancy Pelosi, toujours la même, il y a 2 jours, en Caroline du Nord, a fait un discours avec les cadres du parti, etc., et a insisté sur cette unité indispensable. Et elle a dit, avec cette unité, nous remporterons les élections. Et j'ai été frappée quand même de la rapidité des événements. 1h45, heure de Washington, on a la lettre. Très peu de temps après, le tweet expliquant « Je soutiens ma vice-présidente ». Très peu de temps après, la lettre envoyée à la Commission électorale fédérale disant « Je transfère les fonds ». Et on parle des républicains qui vont attaquer Kamala Harris, qui attaquent Biden pour ne pas démissionner de la présidence, etc. Mais ils vont aussi lancer des contentieux pour essayer d'empêcher la campagne de Harris de récupérer les 200 millions de dollars qui ont été collectés par la campagne Biden-Harris. C'est-à-dire que les républicains, effectivement, ont perdu l'avantage. Je veux dire, ils sont sortis de cette convention républicaine sur un petit nuage. Les planètes étaient alignées, tout allait bien. Et là, tout d'un coup, les cartes sont rebattues. D'ailleurs, Trump, qui cache jamais ses griefs, a dit oui, on a dépensé des fortunes à collecter des données, à faire de la modélisation avec Biden comme candidat. Et maintenant, il va falloir qu'on recommence avec Harris. Alors sinon, du côté d'Harris, bon, il faut qu'elle fasse preuve. Elle l'a bien dit, I must earn. Et win, c'est-à-dire earn, il faut que je mérite la nomination, voilà, et win, que je l'obtienne. C'est-à-dire, elle a été intelligente, tactique. Elle fait preuve d'une certaine humilité. Elle dit, c'est à moi de remporter l'adhésion. C'est pas un cadeau, c'est pas quelque chose qui est acquis, qui est donné. Il faut que je le gagne. Et elle est en train de faire circuler. Alors c'est intéressant parce qu'il y a 4 gouverneurs démocrates. Il nous faut des hommes blancs pour compenser un ticket.
de 45, 50 ans, d'État pivot. On savait qu'ils étaient en lice, mais on se demandait s'ils ne voudraient pas être candidats contre elle. Et c'est bien parce que 2 d'entre eux, enfin ça bouge tellement vite à ma connaissance, Mark Kelly de l'Arizona et Shapiro ont dit non, je me range derrière Kamala Harris. Alors, est-ce qu'ils seront d'éventuels candidats à la vice-présidence? Alors là, c'est tout un calcul du Parti démocrate, parce que ça veut dire qu'ils libèrent un siège au Sénat. Quelle est la situation dans l'État? Est-ce que les démocrates peuvent garder le siège? Et puis, dans le cas de la Pennsylvanie, est-ce que Shapiro ne peut pas faire le boulot en restant gouverneur, c'est-à-dire faire campagne, aider les démocrates à remporter l'État? Et puis quant à elle, il va falloir qu'elle fasse ses preuves parce qu'elle n'a pas été très très bonne. Il a été mentionné dans la revue de presse qu'il y a eu beaucoup de rotation de personnel. Est-ce qu'elle est bonne? Parce qu'une chose pour laquelle Biden était très bon, et il l'est toujours, c'est savoir s'entourer. Il a un super ministre des Affaires étrangères, etc. Elle va devoir prouver qu'elle aussi, elle est capable d'avoir des fidèles autour d'elle et de garder ses équipes en place. Et bien voilà, tout un programme pour notre discussion, au moins de deuxième partie des matins. Ce sera à partir de 8h20. On parlera aussi de la nouvelle stratégie des démocrates, celle qu'ils peuvent dessiner pour les semaines et les mois restants. Avec vous trois, Sylvie Berman, Anne Desine et Corentin Célin. 7h, 9h, les matins d'été. Quentin l'a fait. Pour comprendre l'actualité, les motifs qui ont poussé Joe Biden à renoncer à briguer l'investiture du Parti démocrate et pour tenter de comprendre la suite qui pour lui succéder, 3 invités ce matin. Sylvie Berman, elle est diplomate française, ancienne ambassadrice. Anne Desine, professeure émérite de droit et de civilisation américaine à l'université Paris-Nanterre, et Corentin Célin, professeur agrégé d'histoire spécialiste des États-Unis. C'est avec vous, Corentin Célin, que l'on saute dans le plat politique. Concrètement, si l'on examine, si l'on analyse les derniers sondages, est-ce que Kamala Harris a une chance face à Donald Trump? Alors oui, Kamala Harris a une chance. Elle a en tout cas une meilleure chance que Joe Biden. C'est ce qui ressort à la fois des sondages publics et des sondages internes aux démocrates qui ont pu fuiter. Mais, et c'est une petite nuance, ce n'est pas nécessairement la meilleure candidate des démocrates. On voit qu'il y a d'autres alternatives possibles et on a bien vu lors des dernières semaines que certains dans le parti, est-ce qu'ils vont continuer à le faire, c'est toute la question, pousser vers une convention réellement ouverte où on aurait, j'allais dire, une pluralité de candidats, où il y aurait plusieurs candidats possibles. On peut penser à la gouverneure du Michigan, Whitmer, par exemple, ou au gouverneur de Pennsylvanie, Shapiro, mais lui est peut-être plus intéressé pour être le vice-président ou le candidat vice-président de Kamala Harris. Donc oui, elle fait le, parce que tout simplement, il y a un appétit dans l'électorat pour du renouvellement, pour plus de jeunesse, pour plus d'énergie, mais elle n'est pas forcément, elle ne change pas radicalement la donne. Hein, c'est ce qui ressort des sondages. Elle est toujours, alors. Au national, ça dépend des études, elle est un petit peu derrière, à égalité avec Trump, mais dans les États clés, il y a toujours un petit handicap dans les 6-7 États qui vont faire l'élection. Et par ailleurs, j'insiste sur ce point, il peut y avoir d'autres alternatives, même si évidemment, comme le rappelait Anne Desine, l'unité et le besoin d'unité tend point vers Kamala Harris. Bon, mais vous le savez quand même, Corentin Célin, les sondeurs distinguent la notoriété, c'est-à-dire le fait d'être connu, et la popularité, c'est-à-dire le fait d'être aimé. Est-ce que ces alternatives que vous évoquez, est-ce qu'elles sont crédibles du point de vue de la notoriété? Ce que je veux dire par là, c'est qui d'autre que Kamala Harris a une stature nationale et est connue aujourd'hui de l'électorat états-unien? Alors effectivement, c'est là son grand avantage, surtout que maintenant on va avoir une campagne qui, contrairement aux campagnes américaines traditionnellement très longues, avec des primaires, avec une longue saison de campagne estivale, ça va être une campagne extrêmement courte. Donc effectivement, c'est aussi un des poids forts en faveur de Kamala Harris. Sa notoriété nationale est bien supérieure à toutes les alternatives, mais attention, elle a aussi
vis-à-vis des sondages quelques handicaps, en particulier le fait de ne pas être originaire d'un État décisif, d'un État clé, d'un de ces 6-7 États qui vont faire l'élection, elle est californienne, dans un État où il n'y a aucun débat, aucune contestation politique pour les démocrates, un État, la Californie, qui est aussi souvent mal vu, mal considéré par beaucoup d'Américains du Midwest, là où va se jouer l'élection, et ça peut au contraire donner l'envie aux démocrates de se tourner vers quelqu'un justement issu de ces États décisifs de la région des Grands Lacs ou du Midwest, comme je le rappelais, la gouverneure Whitmer du Michigan, mais le plus probable, c'est qu'on ira vers on satisfera cette tentation en équilibrant un ticket avec Kamala Harris, avec sans doute un gouverneur ou une gouverneure issu d'un État décisif, d'un État clé, des régions industrielles et ou des régions du Midwest. Sylvie Bermann, Kamala Harris, en tant que vice-présidente de Joe Biden pendant près de 4 ans, elle a également un bilan. Est-ce que ce bilan est un poids ou une chance dans cette campagne ? Elle n'a pas beaucoup de bilan, justement. Elle est très critiquée parce qu'elle était assez invisible. Alors, est-ce que c'est la responsabilité de Joe Biden qui n'a pas voulu la mettre en avant ou est-ce que c'est sa propre responsabilité? Elle était chargée en particulier du contrôle de la frontière et de l'immigration. Donald Trump n'arrête pas de dire qu'il y a eu une invasion pire qu'avant. Il la surnomme la tsarine de l'immigration même. Oui, tout à fait. De toute façon, lui, il est toujours dans les outrances et il continuera. Puis il n'a aucun tabou, hein, il n'a pas de surmoi. Il poursuivra dans ses insultes. Mais elle n'est pas du tout aimée en réalité, pas du tout appréciée. Quand elle a été nommée, la conviction, c'était qu'elle serait la prochaine présidente américaine parce qu'elle avait des atouts. C'est une femme de double origine en réalité. Hein. C'est pas une africaine-américaine comme on dit généralement parce que son père est jamaïcain et que sa mère est indienne. Elle était procureure et donc elle avait une personnalité très forte. Et elle a beaucoup déçu. Elle a beaucoup déçu, y compris dans le camp démocrate, justement parce qu'ils considéraient qu'elle n'avait pas véritablement rempli ses fonctions. Et dans les débats, elle avait été mauvaise hein, quand elle s'était présentée à la présidence. Et on lui reproche aussi de faire des phrases trop longues, pas toujours compréhensibles. Donc en fait, elle n'a pas une bonne réputation ni auprès des démocrates, ni auprès de la population. Et ce qui est intéressant, c'est que Barack Obama, jusqu'à présent en tout cas, ne l'a pas soutenue. Comment est-ce qu'on le comprend, ça, justement, Sylvie Bermann? Est-ce qu'il ne l'a pas soutenu par respect des procédures, en attendant que le Parti démocrate clarifie la procédure à suivre, ou simplement il n'est pas un fervent soutien de Kamala Harris elle-même? Alors, je crois qu'il y a eu un contentieux, enfin ça a été évoqué tout à l'heure, entre Joe Biden et Barack Obama qui l'a dissuadé de se présenter en soutenant Hillary Clinton. Donc, les relations ne sont pas nécessairement aussi bonnes que chacun le prétend aujourd'hui. Et puis, effectivement, c'est une candidate imposée d'une certaine manière, faute de temps. Anne Désine, Kamala Harris est intervenue comme vice-présidente des États-Unis dans 2 grands champs de la politique publique. On a mentionné l'immigration et les critiques qui lui étaient adressées dans ce domaine depuis plusieurs années maintenant. C'est aussi une figure qui est intervenue en soutien de l'avortement et notamment de la loi pour l'avortement. Est-ce que vous pourriez nous raconter de quelle façon elle est intervenue dans ce domaine-là ? Oui, alors j'aimerais quand même nuancer ce qui vient d'être dit des deux côtés. Évidemment, Harris est loin d'être parfaite et elle n'est pas aimée par tout le monde. Mais je crois que Joe Biden, là, a fait très très bien de la mettre sur le devant et de la soutenir parce que les démocrates ont en tête 2 conventions ouvertes qui ont été des foires d'empoigne. C'était 1952, quand Truman a décidé de ne pas se représenter. 1968, Johnson, et les démocrates ont perdu l'élection. Donc là, on a quelqu'un qui est en place. C'est la seule qui a une notoriété nationale. C'est la seule qui a fait campagne au plan national et qui sait que c'est pas du tout la même chose que de faire campagne dans un État. Et
elle a aussi déjà subi les attaques des républicains. Donc c'est la mieux préparée. Quant aux deux candidates dont on a parlé, Whitmer, elle a dit que ça ne l'intéressait pas. Et elle est très très bonne dans le Michigan. Mais manifestement, et Corentin faisait preuve d'un optimisme, je vois mal un ticket avec Harris plus Whitmer, les Américains étant très très misogynes, peut-être plus que d'autres encore. Et ce qui est intéressant, c'est qu'un des candidats qui a la visibilité et qui était partant pour y aller, c'est Gavin Newsom de Californie, le gouverneur de Californie. Et il a immédiatement dit qu'il soutenait Kamala Harris. C'est-à-dire que si on fait une comparaison, je pense que les États-Unis, hier, étaient dans la situation où était la France après le premier tour des élections législatives. Ils étaient tellement paniqués, tellement au fond du gouffre, que le message d'unité a été accepté et qu'ils vont tous y aller et qu'ils vont essayer de faire gagner le ticket Harris plus l'un des gouverneurs. Je pense qu'elle pencherait bien vers Mark Kelly de l'Arizona, qui est un ancien astronaute, un héros de guerre et qui a davantage de notoriété que Shapiro. Mais ça, ce serait un ticket qui est peut-être gagnable. Et Kamala Harris, elle sait quand même, elle n'a pas été bonne sur l'immigration, mais c'est à la fois dû au poste, vice-président, on est en retrait, et l'immigration, c'est un dossier compliqué. Elle est allée dans les pays en amont ou en aval, comme on veut, pour essayer d'enrayer les flots, ça n'a pas marché. Mais depuis un an, justement, elle parcourt les universités, les groupes de femmes, les femmes noires, etc., sur deux sujets, la privation du droit de vote, qui est réel par les républicains dans certains États, dans les 32 qu'ils dominent, et le droit à l'avortement. Elle ose dire le mot avortement, et elle explique aux femmes que les républicains, et c'est vrai, ont porté atteinte par les juges à la Cour suprême et par toutes les réformes en Floride, au Texas, je répète, dans les 32 États dominés par les républicains. Et là, elle est en train de mieux établir un lien avec les électeurs. Et je ne serais pas surprise, alors je ne veux pas non plus faire preuve d'un optimisme délirant, si les sondages augmentent et la place peut être au moins à égalité et peut-être un petit peu mieux que Donald Trump. Alors pas sur tous les thèmes, parce que les républicains vont lancer la grosse machine en l'associant au bilan de Biden, en l'accusant de cover-up, comme cela a été dit. Elle a dissimulé l'état de santé et puis, n'oublions pas, les remarques sexistes, les attaques sur le racisme. Il y a depuis qu'elle a été nommée, des plaisanteries sur son nom. À la Convention républicaine, aucun des républicains ne prononçait correctement son prénom. Et puis, en boucle, des publicités qui montrent son rire, qui est effectivement un petit peu fort, mais on ne dirait rien sur le rire d'un homme. Là, c'est le rire d'une femme, et d'une femme de couleur, et cela va tourner en boucle, mais elle est assez bien préparée à ce type de choses. Un mot, Anne-Désine, un mot supplémentaire sur le cover-up. Est-ce que Kamala Harris a effectivement participé d'une façon tangible à dissimuler l'état de santé du président actuel ? Alors, disons qu'elle a fait preuve d'une grande fidélité, loyauté. Encore 2 jours avant la fameuse lettre, elle expliquait qu'elle était derrière Joe Biden, qu'il était le candidat, etc. À la fois parce que c'était la ligne de Joe Biden et la ligne des ténors du Parti démocrate, mais aussi parce que on lui reproche beaucoup de choses, mais elle est intelligente. Elle savait qu'il ne fallait pas qu'elle fasse le moindre faux pas. Si elle avait commencé à prendre ses distances, ça pouvait mettre en danger ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le soutien du président et le soutien. C'est quand même intéressant. Il y a déjà plusieurs délégations. En premier, si mes souvenirs sont exacts, la Louisiane, qui ont dit voilà, nous, on donne tous nos délégués à la vice-présidente. C'est-à-dire, je répète, ils sont en état de choc. Ils ne veulent pas une convention ouverte. Ils ne veulent pas une foire d'empoigne qui tournera en boucle ensuite sur les réseaux sociaux, sur Truth Social, sur Breitbart News de Stephen Bannon, par les républicains. Parce que les républicains ne sont pas très très contents. Ils se rendent compte que la lune de miel, c'est fini pour eux. Il va falloir qu'ils se battent. Et au cœur de cette lune de miel, justement, Corentin Célin, la force actuelle de Donald Trump, c'est sans doute, selon les sondages, d'avoir réussi à capter le vote d'une part des minorités. Est-ce que dans ce domaine-là, Kamala Harris peut justement inverser la tendance dans les semaines à venir ? Oui, c'est bien sûr un aspect très fort qui était mis en avant dans la sélection à venir de Kamala Harris, c'est qu'elle apporte beaucoup plus d'enthousiasme, au moins chez le bloc des électeurs africains-américains. Tous les sondages le montrent par rapport à Joe Biden, beaucoup plus d'enthousiasme, et en particulier chez les jeunes électeurs africains-américains.
les performances, alors on attendra le vote, hein, parce que là pour l'instant évidemment on raisonne sur des études d'opinion, mais les performances de Donald Trump dans les minorités africaines-américaines et hispaniques sont sujettes à caution. Il y a chez lui effectivement un véritable projet d'aller chercher des électeurs de ces deux minorités non diplômés et de former en quelque sorte, d'étendre ce qu'il a déjà chez les blancs non diplômés, chez les blancs on va dire working class, d'aller chercher donc ces électeurs africains-américains, hispaniques non diplômés en leur promettant une promotion sociale supérieure avec la dérégulation de l'État, plus de place laissée à la réussite individuelle et aussi en jouant sur leur désaffection vis-à-vis des démocrates qui n'auraient, malgré leurs promesses, rien fait pour eux. Mais on n'est pas encore certain que cet axe de campagne, qui est bien effectif chez Trump, réussisse. Et de fait, en choisissant Kamala Harris, les démocrates, au moins pour la minorité africaine-américaine, mettraient une barrière, un rempart beaucoup plus fort vis-à-vis de cette tentative d'élargissement de Donald Trump. Voilà ce qu'on peut dire à l'heure actuelle, et c'est effectivement un des atouts majeurs de Kamala Harris. Puisqu'on en est à envisager les atouts et les faiblesses, je voudrais juste ajouter quelque chose. Allez-y. Kamala Harris doit quand même faire attention, si c'est elle finalement qui est choisie par le Parti démocrate, c'est sur les équilibres internes du parti. Joe Biden, quoique issu du courant modéré, était soutenu jusqu'au bout, c'était très étonnant d'ailleurs, par la gauche progressiste incarnée par Bernie Sanders, la gauche vraiment très progressiste du parti, parce qu'il avait toujours été un partenaire loyal et qu'il leur avait beaucoup donné. Kamala Harris est beaucoup plus identifiée comme modérée, et si elle en vient à choisir quelqu'un vraiment issu de l'aile droite du Parti démocrate, voire de vraiment tout à droite du Parti démocrate, comme ce serait le cas du sénateur d'Arizona Kelly qu'évoquait Anne Desine, attention au risque de perdre. Vous voyez, ce qu'on gagne d'un côté, elle peut perdre sur l'électorat jeune, très progressiste, et en particulier très mobilisée, par exemple, sur la question de la guerre à Gaza. Il faut qu'elle fasse très attention à ça, à maintenir cet équilibre qui était la grande force de Joe Biden. Joe Biden, c'était le grand rassembleur. Il avait vraiment élargi la coalition démocrate au maximum. Et il faut pas qu'elle perde ça, et ça pourrait être une de ses difficultés, surtout si, pour des motifs électoraux, elle va sur un colistier très marqué, on va dire, à droite dans le Parti démocrate, comme ce serait le cas du sénateur Kelly. Au fond, Sylvie Bermann, on est en train de parler actuellement de stratégie politique. Quel est le bon positionnement politique que devrait adopter Kamala Harris pour ces semaines de campagne, si c'était elle, bien sûr? Oui, je me garderais bien de donner des conseils. Je me souviens de la campagne de Donald Trump, puisque j'étais ambassadeur à Londres à l'époque, et qu'il y avait beaucoup de délégations américaines qui venaient. Et je me souviens d'une délégation de Hillary Clinton qui était dirigée par Madeleine Albright, l'ancienne secrétaire d'État américaine que j'avais connue à New York quand elle était représentante permanente. Et tous ces délégués nous expliquaient, et des journalistes américains, en disant mathématiquement, Trump ne peut pas gagner parce qu'il n'aura pas le vote des femmes, il n'aura pas le vote des latinos, il n'aura pas le vote des minorités de couleur. Vous voulez dire qu'ils ne sont pas les meilleurs capteurs du pays? Et ils les ont eus. Et il les a eus, pardon. Et donc, il faut vraiment se méfier là-dessus. C'est vrai qu'il y a ce programme de Trump. Bon, elle a des atouts par rapport à ces communautés aussi. Ce qu'on a reproché aussi à Hillary Clinton, c'est justement d'avoir trop mis l'accent sur la politique vis-à-vis des minorités, en négligeant totalement l'école bleue ou les ouvriers de la Rust Belt qui comptait aussi, et donc elle a perdu les élections. Donc il faut faire très attention dans toutes les analyses qu'on peut faire, le pays a peut-être évolué depuis, mais il n'y a pas d'évidence. Mais quand même, sans donner de conseils directs à Kamala Harris, Sylvie Bermann, est-ce que Kamala Harris peut s'inscrire dans la même stratégie politique, la même stratégie de campagne que celle dessinée par Joe Biden? Elle incarne quand même autre chose. Oui, parce que, encore une fois, Joe Biden était considéré comme un vieux mâle blanc par toutes ces minorités, qu'on lui avait reproché également d'être trop favorable à Israël. Elle avait pris effectivement d'autres positions sans lâcher le soutien à Israël. Et puis, il y a effectivement la question de l'avortement qui est très important. Elle a été très en pointe, et c'est une des choses qui était
très difficile pour Donald Trump. Mais ça l'a pas empêché de nommer un colistier qui est en faveur, qui est totalement hostile à l'avortement, même en cas de viol ou d'inceste. Et donc il semblerait qu'il n'a pas jugé que c'était un critère discriminant pour un colistier. Mais bon, c'est vrai que pour beaucoup de femmes, c'est quelque chose de fondamental. Anne Désine, la prochaine grande échéance est le 19 octobre prochain à Chicago. C'est là que se tiendra la convention démocrate. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle, la fonction, le rôle même politique qu'il peut jouer en ce moment des 4000 délégués démocrates dans cette convention? Juste 2 petites dates, c'est le 19 août, bien sûr. 19 août, Voilà. bien sûr. Et il est question qu'il y ait une sorte de scrutin virtuel la semaine du 1er au 7 août. Ce qui aurait pour avantage de sceller la nomination et de permettre à Kamala Harris de commencer à faire campagne. Donc ça, c'est le grand point d'interrogation. Nous devrions avoir une réponse dans 2 ou 3 jours. Sinon, ce qui se passe habituellement, c'est que chaque délégation se lève par ordre alphabétique et annonce « nous avons tant de délégués et nous les donnons à tel ». Alors, il y a quelqu'un qui pourrait être un fauteur de troubles, qui est il est encore sénateur de la Virginie occidentale, Joe Manchin, qui a toujours été d'ailleurs une épine dans le talon des démocrates parce qu'il n'a pas voulu voter les projets les plus libéraux, comme le gros paquet d'aides Build Back Better, par exemple. Là, il a annoncé qu'il devenait indépendant, puis il dit « je vais redevenir démocrate parce que je vais peut-être me présenter aux primaires ». C'est-à-dire que si tout n'est pas plié à la Convention, il va peut-être... Alors, je pense que l'establishment démocrate est en train de faire pression sur lui en lui disant que si vraiment il fait cela, il n'aura plus de carrière, plus de legacy, plus d'héritage dans l'histoire, etc. Mais donc, il y a cette petite hypothèque. Et sinon, donc, chaque délégation nomme, ensuite on compte les voix et puis on investit officiellement le candidat, là en l'occurrence le candidat démocrate. Alors, ce qui va se passer aussi cette semaine, c'est que en fonction des tractations, on devrait connaître bientôt qui serait le vice-président. Alors je suis d'accord avec Corentin Célin, Mark Kelly est peut-être trop modéré, mais Shapiro aussi. L'intérêt de Kelly, c'est qu'il s'entend bien avec Kamala Harris, et je pense que c'est important dans un tandem que les deux s'entendent bien. On peut l'imaginer. Oui, alors il y a aussi le gouverneur du Kentucky, donc là je pense qu'il y a beaucoup de conversations en ce moment, et je répète, parce qu'il faut aussi prendre en compte les enjeux dans l'État. Qui va remplacer le sénateur si celui-ci, le gouverneur? Et ça, c'est intéressant parce que depuis Obama, nous avons Obama, Biden et peut-être Kamala Harris, qui sont d'anciens sénateurs. Alors que pendant toute une période de l'histoire des États-Unis, on pensait qu'il fallait un gouverneur, parce que c'est vrai que le tropisme d'un candidat n'est pas le même selon qu'on a l'habitude d'être à la tête d'un exécutif et de prendre des décisions, ou plutôt de délibérer, de participer à des commissions, comme dans le corps législatif. Et donc là, il est important d'équilibrer le ticket avec une sénatrice, en l'occurrence, si c'est elle, et un gouverneur qui a l'habitude à la fois donc de gouverner, mais aussi de concilier les deux ailes. Tous les gouverneurs dont on parle, ils travaillent à la fois avec les démocrates et avec les républicains, parce que justement, ils sont dans des États qu'on appelle violets, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni rouges républicains, ni bleus démocrates. Et ça, ce serait intéressant pour la dynamique qui va suivre. Corentin Célin, un mot de l'argent, évidemment, des fonds de campagne, nerf classique de la guerre. Il est logique que Kamala Harris récupère les fonds levés par Joe Biden ? Alors, il est logique, mais la loi sur les financements des campagnes fédérales laisse quelques zones grises, donc il peut y avoir quelques petites incertitudes. Ce qui est certain, c'est que si elle était candidate, elle récupérera de manière certaine l'argent du parti, qui est levé par le parti. Elle récupérera aussi l'argent qui était levé par un comité commun de campagne à elle et à Biden, mais il peut y avoir quelques petites contestations, et qui seront d'ailleurs sans doute alimentées par les républicains eux-mêmes, sur le transfert de certaines sommes. Néanmoins, les experts du financement électoral estiment, et c'est un des points forts de cette
d'une éventuelle transition en douceur vers Kamala Harris, elle sera la mieux placée pour récupérer la totalité des sommes levées et encore à disposition du candidat Biden. Il faut bien rappeler d'ailleurs de ce point de vue que Biden avait pris un début tonitruant au début 2024 dans la levée de fonds, mais que depuis le printemps et avant même le débat et l'écroulement de sa candidature, Joe Biden avait du mal à lever autant d'argent que Donald Trump, qui a rattrapé son retard en termes de financement et qui aujourd'hui a plus d'argent en caisse que Biden. Merci. Et donc ça va être un enjeu essentiel pour Kamala Harris, tout de suite, c'est de relancer la machine à lever les fonds, parce que cet automne, et c'est souvent le cas dans les campagnes américaines, en octobre, ce qui fera la différence, c'est la capacité à inonder les antennes des quelques États clés avec des publicités pour séduire les indécis. Merci beaucoup, pardon de vous avoir coupé ainsi, on arrive déjà au terme de cette émission et vous êtes à distance, mais un merci chaleureux à tous les trois, Sylvie Bermann, Anne Désine et Corentin Célin. C'est une nouvelle campagne qui commence aux États-Unis.